Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Retour à la case départ pour Pape Mamadou Seck, membre présumé des forces spéciales. Il avait réussi à passer entre les mailles du filet le 10 juillet dernier. Son évasion a pris fin ce dimanche matin. La gendarmerie nationale a procédé à son arrestation, conduit sous escorte. Il a rejoint sa cellule à la MAC de Rebus. Accident mortel à Bayar, bilan 4 morts dans cette édition. Les explications d'Assane Dir, témoin des faits. Il fustige l'état mauvais de la route. À la zone de captage, l'affaissement du mur du bassin de rétention, véritable source d'angoisse pour les riverains. Leurs maisons sont complètement inondées. Les dégâts mobiliers sont énormes. Le ministre en charge de l'assainissement annonce la reconstruction d'un mur plus solide. Ziguinchor doté d'une unité de charge virale pour lutter contre le VIH-Sida. Un geste de l'État qui vise à assurer un meilleur suivi des patients. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Fin de cavale pour Pape Mamadou Seck. L'homme avait réussi à s'échapper du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec le 10 juillet dernier. Il a été appréhendé ce dimanche par des éléments de la gendarmerie nationale à Daro Karim, plus précisément dans le département de Mbacké, au domicile de son marabout. Conduit sous bonne escorte à Dakar, le détenu a été réintégré en détention. Les détails, c'est dans ce récit signé Mamadou Fall. 15 jours après son évasion au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, Pape Mamadou Seck est repris et réintégré en détention ce dimanche, selon l'administration pénitentiaire. Le fugitif a été arrêté à Darou Karim. Pour rappel, Pape Mamadou Seck, un des supposés membres de la force spéciale, s'était évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022. Plusieurs versions ont été livrées depuis son évasion. D'ailleurs, le président du parti PASTEF avait publiquement invité le président Macky Sall à dire où se trouvait Pape Mamadou Seck. Pour rappel, le détenu était interné au pavillon spécial pour pathologie grave selon l'administration pénitentiaire toujours, ce qui amenait les gens à se poser des questions, mais également demander que toutes les responsabilités soient situées. La direction de l'administration pénitentiaire avait fait face à la presse pour donner les détails de l'évasion, allant même jusqu'à demander à Pape Mamadou Seck de revenir en cage. 4 morts, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit hier après-midi à Bayar, à hauteur de Ndiar. Un camion a violemment percuté un véhicule particulier et tout de suite le témoignage d'Assane Dir, habitant de Djender. Il était là au moment de l'accident. Il revient sur les faits et fustige l'état dangereux de cet axe nécessitant une intervention rapide des autorités pour la sécurité des usagers. Nous l'écoutons au micro de nos confrères Soleil TV. C'est tragique et vous n'imaginez pas l'horreur vécue. Un camion de 20 tonnes face à un berline traîné juste contre un mur. C'est catastrophique. C'est toute une famille qui a péri. L'homme, parmi les morts, était un émigré. Il vivait en Italie. Le choc est intervenu après sa visite au village chez sa maman. Je présente encore mes condoléances. Vous savez, ces accidents sont récurrents sur cet axe de la route des Niayes. Les camions qui quittent les carrières, les camions qui transportent des légumes, une centaine, sans parler de l'absence de signalisation, de doda. Il nous faut une caserne de sapeurs-pompiers, parce qu'en cas d'accident, l'attente est longue. Il nous faut également une brigade de gendarmerie pour réguler la circulation. Nous demandons de l'aide parce que nous craignons vraiment pour la vie de nos familles. Quantité de pluie reçue dans la capitale, le mur du bassin de rétention de la zone de captage a cédé et sur place, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer tant les dégâts sont nombreux. Ils pointent du doigt le mauvais entretien de l'infrastructure qui avait connu exactement le même sort l'année dernière. Mariam Ndiaye.
Ces 3 jours de pluie ont fini de remplir le bassin de rétention de la zone de captage jusqu'à faire tomber un pan du mur de clôture. Résultat, les eaux ont envahi plusieurs maisons. Vous avez vu l'état de mon salon? Je vous ai montré les images tout à l'heure. Si ce n'était l'aide des jeunes du quartier, j'aurais perdu tous mes meubles. C'est la même situation dans la maison d'en face. Même chose. Même situation dans la maison d'en face. Nous allons jeter à la poubelle tous les habits, les meubles. L'eau est entrée très vite. Ça nous a surpris. Les enfants ne peuvent même plus utiliser leurs livres. Les 2 mosquées de la zone n'ont pas non plus échappé à la quantité d'eau. La situation est très grave pour les 2 mosquées de la zone. Ici, la pièce réservée aux femmes et la dara sont inutilisables. Cela fait 2 jours que les fidèles ne peuvent pas prier. Il y a de l'eau partout. Cette situation n'est pas nouvelle. Les populations pataugent et sont obligées de changer de meubles après chaque hivernage. Nous pensons que tout ça est dû au bassin. À chaque fois qu'un pan du mur s'affaisse, l'eau envahit le quartier. Ce mur n'est pas assez solide. Les populations souffrent, vous voyez, vous l'avez vu comme nous. C'est un constat amer que nous avons chaque année. Et c'est comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes zones. C'est les mêmes zones. Eux, ils viennent, ils regardent, ils vont dire ouais, je vais prendre des mesures. Après, effectivement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. On souffre. Ça fait depuis plus de 5 ans, 6 ans, c'est la même situation. Il y a ce bassin qui nous cause énormément de problèmes. Vous avez vu, une partie du mur s'est effondrée. Et ça peut être comme ça du jour au lendemain. Si les pluies augmentent, non, nous sommes dans le danger. Même décor et même propos partout où l'on tourne ses yeux. Tout le monde paye l'impôt. Ça me fait mal quand je vis cette situation. Depuis 4 jours, je ne suis pas allé au travail parce que je ne peux pas circuler avec mon véhicule. Il y a 2 ans, nous vivions la même chose. Un pan du mur de clôture du bassin de rétention s'était affaissé. Pourtant, 15 millions de francs CFA ont été déboursés par les populations pour construire le mur de clôture de ce bassin qui pose plus de problèmes qu'il n'en règle. Elles pensent que l'ONAS ne remplit pas son rôle. Et que les populations qui sont autour ne font que détruire et jeter des trucs. Et je vous dis que les populations ont dépensé pour plus de 15 millions, plus de 15 millions en vue de sécuriser le bassin. Le plot que vous avez vu tout le long de la route là, sont les populations qui l'ont. Et rien de l'administration, rien de l'ONAS, rien de tout. Nous sommes seuls. Des catastrophes, il peut y en avoir, mais l'homme est souvent responsable. Nous voulons un mur en bon état pour éviter ce genre de situation. Nous avons tenté de joindre le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS sans succès. Et en attendant, ceux qui vivent à la zone de captage s'inquiètent dès que le ciel ouvre ses vannes. Le ministre de l'Assainissement, de l'eau, ses services se sont rendus sur les lieux. Serine Baïcham annonce des mesures visant à renforcer le dispositif de pompage des eaux de pluie, mais aussi la construction d'un mur plus solide à la Sanba. Les populations de la zone de captage continuent de souffrir des eaux de pluie. Le grand bassin de 6 hectares érigé n'a pas pu contenir la quantité d'eau reçue hier dans la capitale. Une partie du mur a cédé, occasionnant plusieurs dégâts du côté des populations riveraines. L'ONAS a mis en marche les 3 pompes, y compris la pompe donc, de secours, et où on avait une capacité de pompage pour refouler de 6000 m3/h. Mais malgré cela, avec les pluies continues sur quasiment 24 heures, les capacités du bassin ont été débordées, aussi bien en termes de stockage, en termes de capacité de pompage, ce qui a fait qu'une partie du mur a cédé, une partie du mur du bassin a cédé et qui fait que l'eau a envahi les quartiers environnants. Le ministre de l'eau et de l'assainissement et ses services ainsi que le gouverneur de Dakar ont fait une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Mieux, ils ont décidé de renforcer le dispositif sur place. 2 pompes de 1000 m3, qui est un dispositif mobile, sera mis en œuvre par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Office national d'assainissement
pour pouvoir accroître les capacités de pompage et libérer le bassin et puis les quartiers d'eau qu'il y a. Maintenant, dans ce dispositif mobile de pompage qu'il y aura à mettre en œuvre, il y aura des canalisations en flexible qui vont traverser les quartiers. Instruction est donnée pour la surveillance des canalisations en flexible. Serigne Mbaye Thiam invite les populations à participer à la protection des ouvrages. Guinaw Rail demande l'achèvement des travaux entamés dans la commune depuis 3 ans. Le tunnel, seule issue de sortie de la commune, est inondé après chaque pluie. Conséquence, la population est enfermée dans un périmètre lui empêchant de vaquer à ses occupations. Une situation chaotique dénoncée par les habitants dans ce reportage d'Abib Faye. Guinaw Rail jaaxle jamono ji ña fa dëkk xuus la ñuy dëkkee saa yu tawee ba nopp ci biir Guinaw Rail jaaxle jamono ji ña fa dëkk xuus la ñuy dëkkee saa yu tawee ba nopp ci biir quartier yi ñoom ñi ñu ne ngir ñu doxee seen. Vous êtes sans doute rendu compte que cet élément est en wolof. Nous n'excluons pas de vous mettre la version en français peut-être d'ici la fin de cette édition. Colère des pêcheurs de Lompoul. En sitting au quai de pêche de la localité, ils font part de leur désillusion après un dédommagement qu'ils jugent dérisoire. La somme qu'ils ont reçue est jugée modique par rapport au préjudice subi. Ces propriétaires de pirogues avaient subi la furie d'un navire chinois qui, en se rapprochant trop près des plages, avait endommagé leur mobilier. En guise de consolation, ils ont reçu 12 millions de francs CFA pour des dégâts qu'ils estiment à des centaines de millions. Tchernofal pour les détails. Les pêcheurs de Lompoul-sur-Mer avaient arraisonné il y a quelques semaines un bateau chinois qui pêchait dans la zone réservée à la pêche artisanale. Sur son passage, le navire étranger avait détruit beaucoup de matériel appartenant aux villageois. Nous avons constaté qu'ici à Lompoul-sur-Mer, les bateaux de pêche viennent pêcher jusqu'à 2 km de la plage, voire même 4 km de la plage. Ce qui est arrivé récemment, nous avons enregistré des pertes matérielles estimées à plusieurs millions. L'année dernière, la situation s'est produite. Les préjudices causés par les Chinois étaient évalués à hauteur de centaines de millions selon les pêcheurs. Ils ont détruit les filets de pêcheurs estimés à plus de 200 millions. Plus de 100 pêcheurs ont été victimes, mais ils ont dédommagé 85 pêcheurs. Et le dédommagement n'a pas suivi les règles. Parce qu'ils les avaient donné une enveloppe de 12 millions pour partager entre les pêcheurs de Lompoul-sur-Mer. Et nous savons parfaitement bien qu'une seule pirogue pour dépasser à travers les matériels plus de 12 millions. Les jeunes de Lompoul dénoncent avec toute leur force cette situation et accusent les autorités qui, selon eux, sont en train de tuer la pêche artisanale. Nous disons à haute voix que le gouvernement du Sénégal est en train de tuer la pêche artisanale. Et qui tue la pêche artisanale tue la jeunesse sénégalaise. Et qui tue la jeunesse sénégalaise va voir le phénomène de l'immigration clandestine s'accroître. Vous avez vu ici à Lompoul, nous n'avons jamais connu l'immigration clandestine. Mais depuis des années que la pêche a été détruite par nos gouvernements, par les accords de pêche qui sont signés, nos jeunes sont en train de tenter l'immigration clandestine. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, en partenariat avec le CLPA de Lompoul, avait organisé dans le département de Kébémer une rencontre qui avait réuni tous les acteurs de la pêche pour échanger sur les difficultés que traverse le secteur. Parlons santé à présent. Pour lutter contre le VIH-Sida, le centre militaire interarmé de Ziguinchor se dote d'une unité de charge virale. Ce geste des autorités vise à assurer la continuité des services dans le suivi et la prise en charge des patients. Le médecin commandant Youssouf Tine, médecin-chef de la région de Ziguinchor, parle d'un acquis de taille qui aide à la lutte contre la vulnérabilité de la région à la prévention contre le VIH. Nous l'écoutons, il est avec Lamine Ba et Lamine Mandian. Ça vient en appoint à tous les efforts qui sont consentis par l'État du Sénégal dans le relèvement du plateau technique de Ziguinchor. Nous connaissons l'engagement du chef de l'État à faire vraiment de Ziguinchor un hub en matière de santé. Aujourd'hui, tous les efforts consentis par l'armée dans le cadre vraiment de la lutte contre le VIH se matérialisent encore une fois aujourd'hui par la mise en place en tout cas de cette unité. Comme l'a si bien expliqué le colonel Babacar Faye, coordonnateur du programme de lutte contre le VIH dans les armées, cette plateforme entre dans le cadre de la lutte contre le VIH et du suivi correct des patients. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à certaines difficultés que vous ne manquez pas de savoir au niveau de la région de Ziguinchor.
allant dans le sens aujourd'hui du suivi, surtout de ces patients. L'État a consenti beaucoup d'efforts par la mise en place de beaucoup d'unités de charge virale, aussi bien au niveau de l'hôpital de la Paix, il y a une unité qui était là-bas qui est fonctionnelle, au niveau du centre de santé Silence à travers le projet KERS et de petites unités au niveau des districts sanitaires de la région. Mais souvent nous sommes confrontés à des pannes d'appareils ou bien à des problèmes quelquefois de réactifs ou bien d'utilisation de ces appareils. Aujourd'hui, la mise en place de cette unité de charge virale au niveau du SEMIA va nous garantir une continuité vraiment des services au cas où vraiment les autres plateformes de charge virale ne seraient pas en état de fonctionner. Toujours dans le domaine de la santé, parlons cette fois-ci de ces équidés, une centaine de chevaux et d'ânes du département de Mbour qui sont victimes d'accidents et ou de parasites en cette période hivernale. Une situation qui a interpellé l'association des vétérinaires privés qui a décidé de soigner ces animaux. L'initiative contribue à booster l'élevage et l'agriculture dans la zone rurale du département de Mbour. Et le point, c'est avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Alors c'est un atelier de lancement d'un projet qui s'appelle Éducation et santé mobilisée en situation d'urgence, qui va durer 30 mois et qui sera mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national, sur financement de la Fondation OSUA. Un projet qui est parti évidemment des leçons apprises de la Covid-19. Nous le savons tous, nous avons été surpris par cette pandémie et nous avons été dans la réaction pour essayer de trouver des solutions immédiates. Mais nous pensons qu'il nous faut apprendre justement de ce moment pour construire des solutions beaucoup plus solides, beaucoup plus structurelles. Nous avions constaté que les personnels qui étaient obligés de faire face, de prendre des risques, c'était les personnels de la santé, de l'éducation, les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Alors qu'ils n'étaient pas toujours préparés, en tout cas, à pouvoir faire face. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à renforcer les résiliences, à mieux les protéger. Ça, c'est une préoccupation forte pour nous. Et pour nous, le deuxième aspect qui est essentiel, c'est de pouvoir construire des espaces de dialogue, de mutualisation, de bonnes pratiques entre l'éducation et la santé. Nous sommes convaincus qu'aucun secteur aujourd'hui ne peut en tout cas s'en sortir seul. Il nous faut décloisonner, il nous faut apprendre à mutualiser. Désolée pour cet élément qui ne concernait malheureusement pas les équidés. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Puis-je vous l'annoncer tout à l'heure, nous retournons donc à Guinaw Rail. Guinaw Rail qui demande l'achèvement des travaux entamés dans la commune depuis 3 ans. Le tunnel seul issu de sortie de la commune est inondé après chaque pluie. Conséquence, la population est enfermée dans un périmètre lui empêchant de vaquer correctement à ses occupations. Une situation chaotique pour les habitants de la petite commune. Nous les suivons tout de suite dans ce reportage. Il est signé Abul Faye Ismaïla Fall. Guinaw Rail peine à respirer. Les habitants pataugent après chaque pluie. Dans les quartiers, ils ne parviennent toujours pas à vaquer à leur occupation. Avec les 2 entrées principales qui se trouvent ici, à savoir ce tunnel-là et l'entrée principale au niveau de Cinéma Thiaroye, chaque fois qu'il pleut, personne ne peut vaquer à ses occupations. Soit on reste par mesure de prudence jusqu'à ce que, que la pluie s'arrête carrément. Ensuite, sinon c'est carrément risqué parce que... Enfermés dans un périmètre, les issues de sortie ne leur sont pas favorables, disent-ils. Nous sommes enclavés ici à Guinaw Rail Sud. Ce qui peut résumer ça, c'est par rapport aux travaux de l'APIX qui a duré pendant 2 ou 3 années et qui a causé cette inondation. Et ce qui reflète cela est dû au manque de canalisation. Des canaux à ciel ouvert constituent souvent le danger selon les populations. Les qui sont là, qui peinent à se terminer et par mesure de prudence, on ne peut pas patauger sur l'eau parce qu'on ne sait pas là où se trouvent des trous, là où se trouvent les travaux. Donc quand il y a beaucoup d'eau, mieux vaut rester chez soi par mesure de précaution. Pour faire face à la pluie, la population de Guinaw Rail invite le gouvernement à l'achèvement des travaux entamés. Carrément, je peux dire qu'on a été zappés par les canalisations parce que jusqu'à présent, dans les rues et ruelles, quand il pleut, l'eau stagne là-bas et on est obligé de patauger pour sortir. Nous avons déjà écrit
aux autorités, mais jusque-là, le travail n'est pas encore abouti. En cette saison pluvieuse, à Guinaw Rail, patauger devient une nécessité pour les habitants. Hommes, femmes et enfants sont dans le désarroi à cause de l'eau qui inonde leur domicile. Et puis, il ne reste plus qu'une semaine pour les législatives. El Hadj Palameng, le Ndeye Ji Rew, appelle l'État, les chefs religieux, les autorités coutumières et l'opposition à cultiver la paix pour des élections apaisées et sans violence. Nous vous proposons tout de suite d'écouter Palameng avec nos reporters Ousseynou Diop et Habib Seck. Tous les gens qui font la politique, nous leur demandons la paix, de demander à tous les gens qui font la politique pour tendre la main, comme l'a fait le président de la République, pour la paix. Nous avons vers des élections la semaine prochaine. Nous demandons la paix et on va tout faire pour maintenir la paix dans ce pays. Ceux qui ne veulent pas la paix, ils n'ont qu'à nous coller la paix. Nous, on veut la paix. Et on va tout faire pour maintenir la paix dans ce pays. Les élections, ça ne s'arrête pas demain, ça ne s'arrête pas après-demain. Que le meilleur gagne, mais qu'il y ait la paix. C'est ce que nous demandons à tous les Sénégalais, nous en tant que coutumiers. Déclaration du Ndeye Ji Rew Palameng faite en marge des régates. Les régates à Saint-Louis, justement, nous en parlons. Une manifestation à la fois culturelle et sportive. L'internationalisation de l'activité est sur toutes les lèvres pour développer le tourisme, le sport et la culture saint-louisienne. Nous restons avec Ousseynou Diop. Les régates de Saint-Louis se sont tenues hier sur le grand bras du fleuve devant un parterre de personnalités politiques, administratives et coutumières. En place un comité paritaire qui est dirigé par la mairie, les acteurs des régates. Et aujourd'hui, je pense que c'est une première édition et c'est une réussite. Les pêcheurs des trois sous-quartiers de Lodo, Pont de Kholé et Dak, à bord des pirogues, ont rivalisé de coups de pagaie pour essayer de remporter les 3 trophées mis en jeu par les organisateurs. Une activité à la fois culturelle et sportive pour le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye. Les régates doivent être aujourd'hui internationalisées sur tout le littoral pour booster l'économie saint-louisienne. C'est encore travailler avec les acteurs, des pêcheurs, avec la langue de Barbarie, pour que vraiment, en tout cas, si on peut même organiser une course de régates internationale, je pense que ça peut être une très bonne initiative et nous allons... Pour cette année, le sous-quartier de Dak, absent l'année dernière, s'est bien illustré en remportant les 2 premières courses. Des incidents ont été notés pour la dernière course. Le comité d'organisation compte donner le verdict la semaine prochaine. Quel que soit, même s'il y a un incident. Mais l'essentiel, c'est simplement de donner un verdict ou de nous faire un compte rendu. Les régates, une tradition vieille de plus de 200 ans, inscrite dans l'agenda culturel de Saint-Louis depuis des années. Aujourd'hui, les autorités comptent vulgariser davantage l'événement. Hors de chez nous, l'Afrique du Sud a remporté la première Coupe d'Afrique des Nations féminines de football de son histoire. C'était ce 23 juillet à Rabat, en finale de la CAN 2022. Les Sud-Africaines ont battu les Marocaines sur le score de 2-1. Les détails, c'est avec notre envoyé spécial sur place, Youssouf Bodian. À la fin du temps réglementaire, 0 but partout entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Le match va s'emballer à partir de la 63e minute, contre-attaque de l'Afrique du Sud qui réussit une bonne combinaison. Et du plat du pied, Hilda Magaya va battre la gardienne marocaine. Un but qui redonne confiance aux Bayana qui reprennent le contrôle du ballon. Et la pression exercée sur les Marocaines finira par payer 8 minutes plus tard. C'est encore Hilda Magaya qui profite d'une mauvaise appréciation de la défense marocaine pour inscrire son 2e but. Un doublé qui fait mal et refroidit les 50 000 spectateurs du stade Moulay Abdallah. Certains ont même quitté le stade alors qu'il restait 15 minutes à jouer. Ils ne verront pas donc la réduction du score par les Lions de l'Atlas, but marqué par Rosla Ayan à la 80e minute de jeu et qui réveille le stade Moulay Abdallah. Sur la pelouse, les Marocaines reprennent confiance et multiplient les assauts qui ne vont rien donner jusqu'à la fin du temps réglementaire.
Mais l'arbitre rwandaise accorde 9 minutes d'arrêt de jeu, une seconde chance que les joueuses marocaines épuisées ne saisiront pas. Score final 2-1. L'Afrique du Sud qui décroche enfin sa première étoile en football féminin. Les Bayana avaient perdu 5 finales dont celle de l'édition précédente face au Nigeria. C'est donc l'Afrique du Sud qui devient la 3e nation à inscrire son nom au palmarès de la CAN féminine, aux côtés du Nigeria 11 titres et la Guinée équatoriale qui l'a remporté à 2 reprises. Et juste avant de se quitter, ce communiqué du directeur de publication du journal L'Observateur, il concerne le détournement remarqué ces derniers temps de la une du journal L'Observateur à des fins politiques. Voilà en substance ce que dit le communiqué. Nous avons constaté depuis quelque temps un détournement de la une de L'Observateur via des réseaux sociaux à des fins de propagande politique ou d'attaque contre l'État, ses institutions et les personnes qui les incarnent. Le groupe Futur Média se réserve toutefois le droit de poursuivre toute personne impliquée dans cette entreprise dangereuse à l'encontre des lois et règlements du pays qui menacent la cohésion sociale et la démocratie. Une plainte sera donc déposée auprès du procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête. Point final de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite après moi, vous retrouvez Cher Diop pour le journal de la campagne. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à tous.